Hey Peter, merci d'avoir accepté l'invitation aux machines. J'apprécie vraiment que tu sois là. Je sais que tu es occupé, on est tous occupés, mais moi, c'est un moment privilégié que j'ai de m'asseoir avec du monde comme toi pour parler de leur parcours. Puis dans ton cas, on va parler plus spécifiquement du financement multilogement après ça, commercial, industriel également. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation, Peter. Good, ça fait plaisir. On a eu la chance de travailler ensemble sur un dossier de financement d'un de mes immeubles récemment. Ouais. Peter, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es très connu dans le domaine immobilier. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours. Écoute, ça date de loin quand même. Ça a commencé en 92. J'ai commencé chez Desjardins vraiment à la base de tout. J'étais caissier, puis je servais les clients, tout ça. Puis à un moment donné, on avait ce qu'on appelle une caisse commerciale. Puis les filles, les caissières, je les appelle les filles parce que j'étais le seul caissier, là. Les filles voulaient pas faire la caisse commerciale parce que dans le temps, en 92, les clients arrivaient avec une liasse de billets, là, puis c'était long à compter, puis tout ça. Puis moi, ça m'attirait. Moi, la clientèle commerciale m'attirait déjà là. Fait que moi, je faisais la caisse commerciale, je servais les clients, je leur posais des questions sur leur business, voir un peu comment ça fonctionnait, puis je commençais déjà à m'intéresser à ça. Après ça est venu en 94 mon premier poste de directeur de compte commercial chez Desjardins. Puis, je te dirais que ça a comme parti vraiment ses chapeaux de roue. En 95, je gagnais déjà le premier prix chez Desjardins au niveau développement des affaires, au niveau croissance. Ça a recommencé en 96, en 97 également. Puis là, j'ai évolué au niveau des postes. J'ai fait un bout après ça à la Fédération des Caisses Desjardins en autorisation de crédit jusqu'en 2000. Donc là, je faisais vraiment de l'approbation. Là, j'étais allé chercher une expérience vraiment énorme parce que là, on touchait vraiment à des gros dossiers, à des dossiers d'importance. Et on autorisait les dossiers pour les caisses au niveau commercial. Vient ensuite l'avènement des centres financiers aux entreprises. Et là, je quitte la fédération pour devenir directeur de compte développement des affaires dans un centre financier aux entreprises dans l'ouest de Montréal. On fait un bon bout de chemin avec ça jusqu'en 2006 pour ensuite changer de poste pour un poste de directeur adjoint dans un centre financier aux entreprises à Terrebonne. Je fais un bout comme ça jusqu'en 2010 où là, je suis nommé directeur du centre financier aux entreprises. Ça s'est, dans le fond, étiré jusqu'en 2015. Et par la suite, j'ai été recruté par la Banque nationale qui avait besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe au niveau développement des affaires dans toute la région de Lanaudière. Alors, je m'en vais vers la Banque nationale, mais là, j'ai un clash. Ça fait 23 ans que je suis chez Desjardins. Je suis habitué de fonctionner, je suis habitué de gérer mon conseil d'administration avec mon centre financier. Et là, tout à coup, je tombe dans un mode très bancaire, très vérification, très suivi au niveau des vice-présidents et tout ça. Et je m'aperçois que ça correspond plus du tout à ce que je veux faire. Puis je m'aperçois aussi que l'offre qu'on présente à nos clients, c'est l'offre Banque nationale. Mais je suis toujours mis, dans le fond, je suis toujours confronté à « Ouais, mais moi, ma banque Royale m'offre ça. Ouais, mais ma banque BMO m'offre ça. » Ou à un moment donné, on voyait carrément aussi les banquiers, les prêteurs virtuels arriver. « Ouais, moi, FirstNet m'offre ça. Moi, People's Trust m'offre ça. » Fait que là, je suis comme « Crème, j'aimerais ça offrir la panoplie de services à mes clients. » Je veux plus juste offrir mon produit puis essayer de convaincre quelqu'un que c'est le meilleur quand je suis déjà conscient que peut-être là, c'est mieux que mon produit. Et là, je suis allé suivre mes cours en courtage hypothécaire. Au mois de novembre 2015, je devenais courtier hypothécaire. Dans ce métier-là, il n'existe pas de métier commercial. Il n'y a pas de distinction. Le permis de courtage que tu suis, c'est le même permis que le courtier hypothécaire résidentiel. Mais avec l'expérience que j'ai, je veux développer le commercial, clairement. Je ne veux pas aller du côté résidentiel du tout. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai jamais été attiré par ça. Donc, je m'en vais vraiment du côté commercial. J'ai commencé à l'époque avec l'équipe de Multiprêt commercial. J'ai fait un an et demi avec eux. Belle équipe, j'étais bien avec eux, sauf que c'était pas encore suffisant. Je voulais créer ma propre équipe. Et à l'époque, Planiprêt voulait partir la division Planiprêt commercial, mais se cherchait quelqu'un qui aurait évidemment l'expérience puis le guts de mettre ça à jour, mais faire naître cette division-là. Donc, en janvier 2017, on commence Planiprêt commercial. Je suis tout seul à l'époque avec une analyste. Et de fil en aiguille, ça l'a grossi. Aujourd'hui, on est 8 courtiers, 4 analystes. Volume d'affaires cette année qui devrait atteindre 300 millions de volume.
ce qui est quand même important dans mon domaine. Je suis assez fier de cette réalisation-là. Et je viens d'apprendre que là, je suis nominé finaliste au Canadian Mortgage Awards pour le prix du meilleur courtier hypothécaire commercial au Canada. Wow. Donc, on va avoir disons, la finalité de tout ça le 15 avril. Si je gagne, je suis content. Si je gagne pas, c'est pas grave. On est comparé au reste du Canada. Puis évidemment, je suis conscient que je me compare à des courtiers hypothécaires commerciaux à Toronto qui vont faire... Exactement. C'est même raté le courtage immobilier. C'est que tu te mesures à du monde qui vont faire... Il y a des plus grosses valeurs, Toronto, Vancouver. Effectivement. Là, mais c'est quand même étonnant parce que tu vois, comme dans notre cas à nous, pour faire le parallèle avec toi, on est 4e équipe au Canada chez Royal Lepage. Mais c'est des gros volumes. Fait que ce qu'on dit, il faut qu'on t'en fait plus. C'est des transactions moins élevées un petit peu, mais il y a espoir. Oui, écoute, moi, déjà, je suis bien fier d'être là. Tu sais, ça fait juste 3 ans que je suis dans ce métier-là officiellement comme courtier hypothécaire. Puis, 3 ans depuis 2015, mais tu sais, vraiment plus officiellement avec Planiprêt. Puis, je suis fier vraiment de où est-ce que je suis rendu à ce niveau-là. Fier aussi de la qualité de service qu'on apporte. On se compare beaucoup, puis les gens nous comparent beaucoup à d'autres agences hypothécaires commerciales qui existent sur le marché. Tout le monde les connaît, je les nommerai pas ici, évidemment. Mais ce qu'on apporte chez nous, c'est avant tout de la transparence dans le fonctionnement. Tu sais, on a fait une transaction ensemble. À l'époque, c'était plus mon contact, c'était plus David, mais tu sais, regarde, voici comment ça va fonctionner, voici nos honoraires, voici ce que je vais aller chercher de plus, puis tu savais exactement dans quoi tu t'embarquais avec nous. Ce qui était le fun dans votre cas, c'était clair, mais facilement rejoignable aussi. Oui. Puis ça j'ai la discussion souvent quand tu as un directeur de compte ou quelqu'un qui s'occupe de toi, je veux qu'il soit disponible parce que ça se peut que j'ai un deal qui soit là. Ouais. Je veux te parler, j'ai besoin que tu me conseilles si ça tient à route ou non par rapport au financement hypothécaire que je crois mettre de l'avant. Puis ça, c'est important. Puis ça, c'est le gros défi pour les clients. Puis c'est souvent pour ça que les clients viennent chez nous. Ils sont tannés parce que ils sont pas capables de rejoindre leur directeur de compte. Le directeur de compte a changé, il y a eu un poste plus élevé, il est rendu ailleurs, c'est quelqu'un de nouveau qui s'occupe d'eux autres, qui connaît pas leur business. Les gens sont tannés d'être servis tout croche. Fait qu'ils veulent un courtier qui va s'occuper d'eux. Puis à la limite, c'est moi qui vais être servi tout croche. Parce que quand je vais appeler à la banque, c'est moi qui vais avoir de la difficulté à rejoindre le directeur de compte puis qui va avoir de la difficulté à obtenir ce que j'ai besoin. Mais pendant ce temps-là, le client se concentre sur ce dans quoi il est bon. Gérer ses immeubles, gérer sa business. Moi, je me concentre sur la partie financement. Ce qu'on veut là-dedans en tant qu'investisseur, c'est un partenaire d'affaires. J'ai toujours dit que c'était ça. Tu veux quelqu'un qui va dire, regarde, je suis avec toi dans ton modèle d'affaires, je peux te conseiller pour t'aider. Puis d'être un bon consultant, ça, c'est rare. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on est tanné d'avoir, c'est du service pas de qualité, que c'est transactionnel. On veut du relationnel. Mais ma business immobilière est faite comme ça aussi. Le monde ne veut plus du transactionnel, il veut du relationnel, il veut savoir que tu n'es pas une transaction parmi tant d'autres, puis que tu comprends l'importance de la transaction pour le client. Oui, puis on va aussi allumer le client sur des transactions. Demain matin, un client fait une offre d'achat sur un immeuble. Souvent, les clients sont habitués d'acheter un immeuble. Puis c'est ce qu'on propage beaucoup dans les différents cours, c'est on fait une analyse de valeur économique puis on achète un immeuble. Mais c'est quoi le potentiel de ton immeuble? Ça, nous autres, on va travailler avec le client pour l'allumer sur ces choses-là. Tu sais, t'as-tu vu que tu peux peut-être refiler les frais de chauffage aux locataires? T'as-tu vu que tes revenus sont sous le marché? Tu peux peut-être augmenter un peu, gagner en valeur. Voici ce que ça donnerait si tu faisais telle chose dans ton immeuble. Donc, on va les conseiller. On va être beaucoup plus que juste aller chercher une hypothèque en bout de ligne. C'est vraiment un mode conseil de A à Z. Et avant de passer au volet strictement immobilier, où est-ce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça, c'est quoi, selon toi, Peter, la clé de ton succès là-dedans? Parce que tu as évolué dans le courtage hypothécaire. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que tu as eu du succès jusqu'à maintenant là-dedans, selon toi? Je te dirais que c'est vraiment le mode conseil. Tu l'as dit tantôt, la disponibilité, l'accessibilité. Au-delà du fait qu'on fait des gros volumes, au-delà du fait que je suis à la tête d'une grosse équipe maintenant, les gens arrivent facilement à me rejoindre. Donc ça, c'est la première chose. Tout l'appui qu'on va donner à une transaction, les conseils qu'on va apporter, ça, vraiment, les gens, souvent, ils vont rencontrer un courtier hypothécaire qui va se concentrer sur aller chercher le meilleur prêt, aller chercher le meilleur taux, that's it. Ça va s'arrêter là. Nous, on va pas nécessairement juste se concentrer sur le taux d'intérêt. Un financement, c'est pas juste le taux. Au-delà de ça, c'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu veux aller avec cet immeuble-là? Moi, si tu me dis, j'achète cet immeuble-là, mon intention, c'est d'optimiser, de revendre dans 2 ans, je n'irai pas t'installer sur un prêt CHL 5 ans.
tu vas m'haïr, là. C'est pas ça le but, là. C'est pas ça qu'on veut aller chercher. Donc, je vais te proposer des transactions qui vont cadrer vraiment avec ton besoin. Le taux d'intérêt va être peut-être plus cher, mais au moins, tu n'es pas prisonnier d'un financement après. Puis après ça, tout ce que tu vas avoir envie de dire, c'est tabarnouche, Peter, il n'a pas écouté mon besoin, puis il m'a conseillé quelque chose qui n'allait pas avec mon projet. Oui, tout à fait. Fait que vraiment, on se démarque beaucoup à ce niveau-là. On va aussi beaucoup travailler en transparence, comme je t'ai dit tantôt. Transparence des conditions de financement, transparence de notre facturation aussi. Beaucoup de clients viennent me voir puis ils me disent « Peter, je suis allé voir telle agence hypothécaire puis ils m'ont dit que c'était gratuit. » Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais voici comment on peut faire pour que ça soit gratuit. Mais voici peut-être une autre option qu'on peut te présenter où ça va te coûter un peu plus d'argent, mais ça va peut-être être plus profitable pour toi. Et là, ben, à ce moment-là, le client peut choisir, ce que très souvent, il y a pas, ça lui est pas présenté. Ouais. Je me souviens, dans le dossier qu'on a fait ensemble, ça a été présenté. On fait ce qu'on l'englobe ou on le fait, ou on le paye upfront. Oui, fait que oui, c'est intéressant. Absolument. Je te dirais qu'on n'est pas les courtiers les moins chers sur le marché. On veut pas avoir cette réputation-là d'être un courtier à rabais. Nos conseils, notre expérience valent quelque chose. J'ai des clients qui me disent « Ouais, mais moi, Peter, j'ai un courtier qui me charge juste un demi de 1%. » Va le voir. Tu vas voir le niveau de conseil qui va avec un demi de 1%. Exact. T'sais. Donc, on n'est pas les moins chers sur le marché, mais je pense que le niveau de compétence est largement plus important. Ben, dans l'affaire, tu as le choix. Hein. Quand le marché devient difficile, c'est soit que tu diminues tes tarifs ou tu augmentes ton service. Puis c'est le même choix d'affaires qu'on a fait nous autres aussi. On a augmenté le niveau de service qu'on offre. Puis il y a toujours quelqu'un qui va faire moins cher, mais ça se peut que les résultats ne soient pas les mêmes. Absolument. Absolument. Peter, je suis content que tu sois là aujourd'hui. C'est un peu la jungle présentement dans l'immobilier à Montréal, dans l'investissement multilogement, dans tout ce qui se passe là-dedans. C'est quoi ta perspective actuelle de comment ça se passe? C'est quoi les défis que tu vois aussi dans le financement hypothécaire présentement? Je dirais que pour l'instant, on ne sent pas vraiment de ralentissement. La demande est toujours là. Par contre, on voit que de plus en plus, les immeubles que sur le marché sont difficiles à atteindre. Trop chers par rapport aux valeurs économiques. Les revenus ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, les vendeurs vont vendre un immeuble 1 million, mais en valeur économique, on est plus à 700 000, 750 000. Les écarts sont importants. Donc, le défi aujourd'hui, on ne peut plus juste être un investisseur. On ne peut plus juste acheter un immeuble, s'asseoir dessus, puis attendre que ça monte. Les taux d'intérêt sont tellement bas en ce moment que ça ne peut que baisser au niveau des valeurs. T'sais, étonnamment, tu vas me dire, Peter, je ne comprends pas, pourquoi tu me dis les taux d'intérêt sont bas, les valeurs vont baisser. Ben, les deux sont intimement liés. Si les taux d'intérêt montent, les valeurs économiques diminuent. Exact. Et en ce moment, les taux sont planchers. Ça diminue encore un peu de ce temps-là. On voit une certaine diminution provoquée par une foule de choses qu'on pourra parler tantôt. Mais à un moment donné, il va venir un temps où ça va remonter. Et si on n'a pas optimisé notre immeuble, si on n'a pas été intelligent dans notre approche, notre profit ou notre valeur de placement ne fera que diminuer. Fait que le défi aujourd'hui, c'est l'investisseur qui va acheter un immeuble, mais qui va voir son potentiel et qui va avoir le courage d'emmener son immeuble à un autre niveau, d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses, offrir des services supplémentaires à ses locataires pour se distinguer de sa concurrence. On est dans un marché où le taux de vacances est extrêmement faible. Il y a une pénurie de logements en ce moment. Il y a un gros défi au niveau des nouvelles constructions. Il y a beaucoup de nouvelles constructions, ce qui était une bonne chose parce que ça faisait longtemps que le parc immobilier s'était pas rajeuni. Beaucoup d'optimisation aussi, mais c'est là où on devient intelligent dans le multilogement. On peut pas acheter juste pour s'asseoir dessus, puis relaxer, puis attendre que tout ça monte, puis parce que non, si on s'assoit dessus, les taux vont monter, les valeurs vont baisser, puis on va se réveiller dans 5 ans, puis on va devoir le même montant de financement que ce qu'on aurait obtenu 5 ans plus tard parce que les taux ont monté, puis on n'aura pas gagné en valeur. Tout à fait. C'est quoi les façons les plus courantes de les optimiser, ces immeubles-là? Ce qu'on voit est à plusieurs niveaux. La première optimisation, évidemment, c'est l'accroissement des revenus. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, soit en rénovant les logements, en facturant un peu plus cher par la suite au niveau des loyers, mais on va aller aussi vers une offre rehaussée au niveau des produits. Donc, tu peux offrir l'Internet, la télévision, le téléphone à tes locataires. Tu peux offrir des espaces de rangement. On a vu ça dernièrement dans un immeuble à Victoriaville où on avait un immeuble
avec un terrain très, très, très grand à l'arrière. Pas utilisé. Tu sais, dans le multilogement, là, si tu as trop de terrain puis tu n'utilises pas la cour, tu fais rien avec ça, les gens vont pas aller nécessairement dans la cour. Là, donc, le propriétaire a construit des petites remises, puis offrait la location de ces remises-là pour serrer les vélos, serrer les skis, ces choses-là. Donc, il y a eu cette offre-là supplémentaire qui était apportée. Au niveau des revenus, il y a toutes sortes de choses des fois qui sont pas extravagantes, là, mais j'ai vu un gros immeuble à revenus, une 50aine de portes, où le propriétaire offrait le service de femme de ménage. Ah oui. Donc, les locataires pouvaient engager. Intéressant. Mais c'est pas un revenu qui est reconnu encore pour l'instant. Tu sais, d'un point de vue SCHL ou bancaire, le Wi-Fi va être reconnu, les rangements vont être reconnus, les stationnements vont être reconnus, mais la femme de ménage ne l'est pas encore. Ouais. Mais on ne sait jamais. Mais tu sais, le parking en est un autre bon exemple. Depuis des années, les propriétaires offrent le stationnement à leurs locataires sans facturer. On le déneige, ce stationnement-là. Ça vaut quelque chose. Tu devrais payer pour avoir le privilège d'être stationné là. Sinon, va te stationner dans la rue, c'est gratuit. Exact. Donc, au niveau des revenus, c'est l'approche. Au niveau des dépenses, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de poignées sur les taxes municipales, taxes scolaires. À part les contester. À part les contester. Donc là, évidemment, il faut être quand même bien installé au niveau d'une évaluation marchande qui est sérieuse, qu'on va pouvoir présenter à la ville pour contester nos valeurs. Puis, franchement, on devrait toujours le faire. Oui. La valeur municipale n'a pas d'impact quand on vend un immeuble en tant que tel. Mais souvent, les gens pensent à tort, ils voient l'évaluation monter, ils disent hey, « c'est beau, je vais pouvoir vendre ça ». Des fois, je leur dis « écoutez, vous auriez dû contester avec les années. » Ben oui, certainement. Là. Sinon, on va travailler sur les assurances. On va travailler sur les frais de chauffage, quand on peut convertir le chauffage, refiler cette facture-là au locataire, ou à la limite, si on ne peut pas le faire, au moins améliorer l'efficacité de l'immeuble, changer la fenestration, l'isolation, ces choses-là, pour essayer de diminuer la facture. Donc, à ce niveau-là, on va venir travailler aussi pour optimiser. Donc, le but au final, c'est juste de créer plus de profit. Augmenter tes revenus, diminuer tes dépenses, créer plus de profit. En créant plus de profit, tu crées plus de valeur. Au niveau de... C'est un bon point que tu as touché, les assurances. Moi, c'est mon épine. Dans mes immeubles, elles augmentent de manière incroyable. C'est une grosse dépense, les immeubles. Y a-t-il une façon d'optimiser cette dépense-là? Écoute, je pense qu'à part magasiner à chaque année, il n'y a pas une façon si évidente que ça parce que tous les assureurs augmentent en ce moment et tous les banquiers augmentent leurs exigences d'assurance. Tu sais, auparavant, on chialait beaucoup contre les First National, People's Trust, MCAP, qui exigent des assurances plus élevées que la moyenne, où on doit mettre l'assurance tout risque, refoulement d'égouts à la valeur de l'immeuble, l'inondation à la valeur de l'immeuble. Tu sais, il y a des exigences qui nous paraissent un peu too much, mais la plupart des banquiers s'en vont vers ça. TD a déjà fait le move à ce niveau-là. Banque de Montréal a déjà fait le changement. Banque Laurentienne commence à apporter des exigences importantes aussi. Desjardins n'est pas encore rendu là, mais je suis convaincu qu'ils vont le faire. Puis honnêtement, Desjardins devrait le faire parce que ça serait tout à son avantage, parce que sa division assurance, tout à coup, se mettrait à facturer encore plus. Fait que c'est du cash en double pour eux autres, évidemment. Mais tout ça pour dire que ce qui provoque ces augmentations-là, c'est tout ce qu'on voit comme problème au niveau du climat. Les inondations qu'on voit beaucoup au Québec, qui coûtent cher à nos assureurs, font en sorte qu'aujourd'hui aussi, le coût des assurances globales augmente. Donc, à part magasiner, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a été un temps où Desjardins était le plus cher dans les assurances. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus abordables. Promutuelle était la moins chère à un moment donné, est rendue une des plus chères. Donc, il faut magasiner à chaque année puis revoir nos assurances. Est-ce que tu recommandes aux gens qui ont un gros parc immobilier de pas mal envoyer leurs assurances? Est-ce que tu as vu une genre de tangente par rapport à ça, que si tu envoies tout à la même place, ça va te revenir moins cher? Est-ce que le monde va... C'est automatique. Oui. C'est automatique. Les gros propriétaires d'immeubles à revenus qui ont beaucoup de portes, qui concentrent tous leurs assurances avec le même assureur, bénéficient d'un rabais de masse, on va dire. Et ça a un impact pour le client qui achète un immeuble. Moi, là, si j'ai 1000 portes demain matin puis j'ai une assurance globale, puis je vends, par exemple, un 8-plex, l'acheteur qui va acheter ce 8-plex-là, ses assurances vont automatiquement coûter plus cher si lui n'a pas 1000 portes de son côté. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas le même prix que moi j'ai au niveau de mes assurances. Donc oui, je pense que ça vaut la peine de regrouper au même endroit pour bénéficier d'un rabais global. Mais encore là, il faut magasiner à chaque année. OK.
L'autre défi qu'on voit présentement, les évaluations de valeur par l'évaluateur agréé versus le prix payé. Est-ce que tu le vois souvent dans ta pratique? On a un bon défi, ce qu'on va plutôt nous autres appeler dans notre jargon la valeur économique, parce que l'évaluateur agréé va faire un rapport d'évaluation basé sur les 3 techniques, qui est évidemment la reconstruction, le comparatif et la technique du revenu. Les prêteurs vont beaucoup travailler sur la technique du revenu. La SCHL va travailler sur la technique du revenu et vont la refaire un petit peu à leur goût à eux autres. Souvent, on va arriver pas mal aligné avec l'évaluateur agréé en tant que tel, sauf que quand on regarde le prix par rapport à la valeur économique, il y a des écarts importants. Ces écarts-là viennent de où? Probablement un vendeur qui n'est pas au courant que son immeuble a cette valeur-là sur le marché. Est-ce que c'est parce que le vendeur n'a pas fait le premier exercice de voir lui-même qu'est-ce qu'un acheteur pourrait avoir comme financement pour son immeuble? Est-ce que on devrait davantage travailler plus en mode collaboration au niveau des courtiers immobiliers avec les courtiers hypothécaires pour préparer un vendeur à l'effet que c'est beau, ça te tente de vendre 1,5 million, c'est bien correct, là, mais ça vaut 1 million aux yeux de la banque. Voici pourquoi. Pour faire cheminer les vendeurs. Parce que le vendeur qui a acheté 1 200 000 il y a 5 ans pense que ça vaut peut-être 1 400 000, 1 500 000, mais s'il n'a pas travaillé sur ses revenus et qu'il n'a pas déclaré plus de revenus nets au fil des années, les taux d'intérêt de 5 ans sont équivalents aux taux d'intérêt d'aujourd'hui. Donc, techniquement, ta valeur de 5 ans et ta valeur aujourd'hui devrait être pas mal pareille. Mais lui, il a payé 1,2 million puis il pense que ça vaut 1,5 million aujourd'hui, mais ça vaut encore 1,2 million s'il n'y a rien fait. Exact. Donc, ce bout-là, il faut que le vendeur, avec son courtier immobilier et son courtier hypothécaire, même si c'est pas son courtier hypothécaire dans le sens que c'est pas lui qui va faire l'hypothèque, c'est à l'acheteur qu'on va le faire, on peut déjà travailler avec le vendeur pour lui expliquer, voici où tu te situes en ce moment, voici où va se situer ton acheteur, puis le pouvoir d'achat que l'acheteur doit avoir pour acheter ton immeuble. Et là, on peut travailler avec le vendeur à le faire évoluer un peu, puis aussi avec l'acheteur. Travailler l'acheteur et le préparer parce que trop d'acheteurs vont présenter une offre d'achat puis ils n'ont même pas les moyens de faire la transaction. Oui, exact. Tu sais, c'est pas rare, je suis sûr que tu vois des transactions où il y a 20 promesses d'achat sur un immeuble, puis là, tu as l'acheteur qui est au 4e rang qui dit « Ah, tabarnouche, j'aurai jamais la chance. » Puis tout à coup, paf, 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 toutes les PA tombent, on arrive au 4e. Ouais. Mais je dis souvent, dans le multilogement, tu vas recevoir 20 promesses d'achat, il y en a 2-3 sérieuses. Oui. C'est ça, la réalité. C'est pour ça qu'en tant que courtier, aussi ta job, c'est de dire « Regarde, c'est bien beau ça, mais je pense pas que ça va passer. Allons à celle qui est la plus réaliste. Ouais. » Exemple, si je suis en train de vendre un immeuble, c'est un 18 logements, on demande 2,5. Le financement maximum, c'est 1,7. Ouais. On sait exactement ce qu'on s'en va. Fait que si un acheteur arrive et il y a 300 000 de comptant, oublie ça, ça se fera pas. Absolument. C'est là où on va pouvoir aider l'acheteur en le préqualifiant, puis aider aussi le courtier immobilier qui représente l'acheteur. Moi, là, demain matin, si tu m'appelles, tu me dis, Peter, on s'apprête à présenter une offre d'achat pour un 18 portes. Peux-tu me préqualifier mon acheteur? Je peux le faire. Puis je peux t'écrire une lettre pour te dire, Maxime, ton client, là, il est capable d'acheter jusqu'à 1,7 million. Ça ne sert à rien de faire une offre 1,8 million. Il ne serait pas qualifié. Il n'y a pas les moyens de le faire. T'sais. Mais on va être capable déjà de préparer le terrain, t'écrire une lettre que tu vas pouvoir accompagner à ta promesse d'achat. Et là, tout à coup, le vendeur se rend compte que la transaction est beaucoup plus sérieuse avec cet acheteur-là qu'avec un autre qui ne s'est même pas préqualifié. Tout à fait. En fait, c'est quoi la manière courante, disons qu'on a une différence de prix? Tu as une évaluation à 1,2 million, le prix payé est 1,5, l'acheteur veut faire la transaction, le vendeur aussi. C'est quoi les solutions qu'il va y avoir généralement à ça, outre la balance de prix de vente qui est pas sans incidence encore là? Hein? Évidemment. Parce qu'il est calculé comme une dette. Oui, donc c'est sûr que si tu payes ça, c'est attends, beaucoup de gens disent on parle de balance de vente, mais ils ne connaissent pas le calcul de ça. C'est ça. T'sais. Pour que la balance de vente soit considérée dans une transaction, il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir en compte. La première, c'est que si on paye l'immeuble plus cher que la valeur économique, j'ai pas de place pour une balance de vente. En partant. À moins qu'on soit dans un processus où on achète pour optimiser. Là, ça se peut que ce soit différent parce que je peux avoir des produits d'optimisation. On n'ira pas à SCHL. On va aller en conventionnel, mais avec un produit d'optimisation où là, peut-être que je peux inclure une balance de vente pour aider à la transaction. Okay. Mais si ton intention, c'est de financer tout de suite l'immeuble à la SCHL puis que tu achètes plus cher que la valeur économique, balance de vente, on oublie ça en partant. Sinon, si on est assez près, il faut quand même garder à l'esprit que la balance de vente, c'est une dette au même titre que le prêt de premier rang qu'on va mettre. Fait qu'il faut qu'on rencontre notre ratio de couverture de dette.
Ça se peut qu'on module le prêt de premier rang pour inclure la balance de vente puis faire en sorte qu'on fait la transaction. Mais les critères importants, c'est, premièrement, pourquoi tu vas chercher une balance de vente. Si tu vas chercher une balance de vente parce que tu n'as pas les moyens d'acheter, puis que tu n'as pas les moyens autrement de payer cette balance-là qu'en refinançant l'immeuble, oublie ça, ça ne marchera pas. Quand tu vas chercher une balance de vente, c'est parce que tu as un autre immeuble que tu peux refinancer dans 2 ans pour la payer. Tu as de l'argent placé, mais tu ne peux pas la sortir tout de suite. Tu as fait un prêt à des gens, tu as 200 000 à recevoir dans 2 ans. Ça tient la route. Mais si tu n'as juste pas le cash puis que tu vas acheter pareil, ça ne fait pas crédit. Ça ne passe pas le test en partant. Parce que c'est la mode, investir en immobilier ces temps-ci. C'est de notre époque. Là, tout le monde se lance dans la mêlée. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de leurs ambitions là-dedans. Qu'est-ce qui arrive à un acheteur qui veut acheter un immeuble, qui achète un 6 logements, qui veut optimiser, mais il n'y a pas d'argent pour optimiser? C'est quoi les options? Écoute, il n'y a pas beaucoup d'options rendues là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'options parce que si tu n'as pas les moyens de tes ambitions, tu sais, moi, je peux te financer en optimisation 75% de tes coûts. Donc, je vais te financer 75% de ton achat, puis probablement, en fonction de la valeur future, 75% de tes travaux aussi. Mais tu as quand même 25% à mettre dans les 2 cas. Si tu es capable d'acheter, mais que tu n'es pas capable d'aller plus loin en optimisation après, on peut regarder les options avec des prêteurs privés. On peut regarder si tu as d'autres actifs qu'on peut refinancer. Mais évidemment, si on va vers un prêteur privé, le coût est exorbitant. Puis il faut s'assurer que ton optimisation ne deviendra pas un flop. Un flip qui devient un flop. Là. Donc, il faut que ça soit sensé. Il faut que tu aies l'expérience aussi. T'sais, moi, si tu viens me voir demain matin, là, Peter, j'achète un 12, j'optimise, puis je te demande c'est quoi ton expérience, ben j'ai un duplex, c'est tout ce que j'ai, puis j'ai jamais fait d'optimisation, oublie ça. Il n'y a personne qui va embarquer avec toi dans la transaction. Il faut que tu aies dans le fond, fait tes preuves. Associe-toi à quelqu'un qui a les moyens dans ce cas-là. Associe-toi à quelqu'un qui a l'expérience pour faire ton premier plex optimisé. Après ça, ben, quand on va se présenter à un prêteur demain matin pour ton prochain, tu vas être seul, mais tu vas être capable de dire « ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai les moyens pour mon suivant après. » Donc, il faut vraiment, si on n'a pas les moyens de le faire tout seul, il faut s'associer à quelqu'un. Si on n'a pas l'expérience pour le faire, il faut s'associer à quelqu'un qui a de l'expérience. Dis-moi, Peter, à ce niveau-là, les acheteurs qui vont acheter ces immeubles-là, est-ce que tu penses que est-ce que c'est mieux d'aller avec un prêt SCHL généralement ou du conventionnel? Ça, c'est le gros débat qu'on a. Ça dépend de ton horizon d'optimisation. Si tu penses qu'en 2 ans, tu es capable d'optimiser ou en 3 ans, tu es mieux d'aller vers un prêt optimisation. Ça va te demander un peu plus de mise de fonds. Ça, c'est conventionnel. Ça, c'est le conventionnel qui l'offre. C'est pas tous les prêteurs qui vont faire de l'optimisation. Et il faut choisir aussi avec qui on va travailler. Mais au final, si ton horizon est relativement court, on n'ira pas à la SCHL parce qu'on va être coincé pour 5 ans. Si tu penses que ton optimisation va se terminer en 4 ans ou 5 ans, là, je pense que ça vaut la peine d'aller tout de suite en mode SCHL. De toute façon, au bout de 4 ans, le temps que tes nouveaux revenus se concrétisent, tu vas être dans la 5e année, tu vas être déjà rendu à refinancer. Donc, ça va juste éviter de mettre trop de mise de fonds au départ. Tu vas pouvoir utiliser ce que tu as économisé pour faire ton optimisation puis refinancer par la suite. Good. Au niveau de... j'avais une question que je vais te poser, c'était au niveau pas du refinancement. Ah oui, c'était au niveau de la valeur économique. Oui. Simplement, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de calculs qui sont faits. Tu as été, je pense, es-tu toujours formateur à la MREX? Dans le fond, j'assiste quand ils ont besoin de moi, mais je suis un petit peu moins impliqué par manque de temps, évidemment. Il y a différentes manières tu peux complexifier le processus, tu peux le simplifier, mais quelqu'un simplement qui veut savoir si un immeuble est rentable, c'est quoi le calcul qu'il devrait faire? Écoute, dans ça, c'est un masterclass rapidement. Comment est-ce qu'on regarde ça sans avoir à t'appeler? Puis... Écoute, je te dirais que l'idéal, c'est de m'appeler. Parce que je peux t'enseigner comment ça se fait la valeur économique. Mais il y a tellement de particularités qu'à un moment donné, tu peux te lancer dans quelque chose. Puis même si tu as suivi les cours de IMO Facile, Mordu de l'immobilier, MREX, peu importe, tu apprends comment le faire. Mais une fois que tu sais comment, il y a 2 choses qui ne sont peut-être pas nécessairement à t'apporter. Les taux d'intérêt en vigueur et comment on normalise avec le taux d'intérêt. Puis les taux globaux d'actualisation sur le marché. Moi, là, demain matin, je peux te dire, let's go,
Max, fais-moi un calcul de valeur économique pour un immeuble dans la région ici. Ici, avec les taux d'intérêt qu'on a, là, tu vas m'arriver avec des TGA de 4,4, 4,5. Puis là, tu vas me dire, « Hey, Peter, check ça, j'ai une valeur économique écœurante, j'achèterai à valeur économique, c'est bon. » Et à ça, moi, je vais péter ta balloune en te disant, TGA à 4,5, là, t'es agressif. Pour de l'usager, t'es peut-être mieux de viser 5 à Montréal. Pour du semi-neuf, 5 ans et moins, tu pourrais viser du 4 et 3/4 facilement. Et si tu as du neuf, on va viser du 4,5. Okay. Mais ça, cette particularité-là, tu le sais pas. Fait que toi, tu pars avec ton calcul que tu as fait toi-même, fais une offre d'achat, tu es fier de ça, tu sais que tu as les moyens, tu as calculé ton cash, tu viens me voir après, Peter, trouve-moi le meilleur prêt, puis là, je te regarde ça, puis je te dis, tu payes 200 000 trop cher. Comment ça? J'ai fait mon calcul de valeur économique, puis oui. Mais valide-toi. Valide-toi avec un professionnel qui fait ça tous les jours. Mais somme toute, une valeur économique, c'est quand même assez simple. Tu pars de tes revenus. Revenus à pleine location. Fait que si tu achètes un 12 puis que tu en as 11 de loué, fais le calcul quand même sur 12 logements loués. Moins un taux de vacances du secteur. Donc là, ce que tu dois connaître, évidemment, c'est l'adresse SCHL Internet où on va chercher les taux de vacances des 5 dernières années, parce que tu vas faire la moyenne des 5 dernières années. Les gens vont prendre le taux de vacances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à Montréal, on est en bas de 1. Mais dans les faits, la SCHL va quand même t'exiger un minimum de 3 %. Mais si ta moyenne 5 ans est plus élevée que 3 %, il faut utiliser cette moyenne-là. Ensuite, tu vas déduire de ça tes revenus, tes dépenses réelles comme les taxes municipales, taxes scolaires, assurances, frais d'énergie, Wi-Fi. Ça, tu vas déduire ces dépenses-là, puis tu vas normaliser le reste. Donc, tu vas normaliser l'entretien, la gestion, puis les dépenses de conciergerie qui, elles, sont imposées par la SCHL selon le niveau, le nombre de logements de ton immeuble. T'sais, la normalisation de ces dépenses-là pour un 5 ou un 6 logements est différente d'un 7 à 11 et différente d'un 12 et plus. Et tu vas arriver à un revenu net. Ce revenu net-là doit être divisé par un ratio de couverture de dette. Encore là, selon le type d'immeuble, selon le 5 ans ou le 10 ans de terme que tu veux choisir, les ratios changent. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, c'est particulier de calculer soi-même une valeur économique parce que le ratio de couverture de dette change d'une institution financière à l'autre quand on n'est pas SCHL. C'est pour ça, c'est un peu ça le défi, parce qu'en tant qu'investisseur, selon l'institution avec qui tu travailles, les normes sont... Puis en plus, quand tu tombes dans la SCHL, les dépenses sont... C'est un petit peu différent ce qui est calculé. Absolument. C'est difficile pour un investisseur vraiment de se faire une image. Tu peux avoir une bonne idée. Oui. Puis les ratios, je te dirais, les revenus bruts, revenus nets, vont être quand même un bon calcul assez simple à faire, parce qu'à la fin de la journée, rendu là, tu sais pas mal ce que tu t'en vas. Fait que, mais ça, c'est une particularité. Quand tu vas être plus pointu là-dedans, effectivement, je m'en remets souvent à appeler quelqu'un comme nous pour dire, écoute, comment ça vaut? C'est quoi la valeur économique? Puis on a développé un outil qui est intéressant où tu vas sur notre site web dans la section valeur économique, tu rentres tes chiffres, tu choisis ton courtier hypothécaire avec qui tu vas travailler, ça pousse sur son bureau à lui. Il te fait le calcul de la valeur économique à l'intérieur, je te dirais, d'une avant-midi ou une après-midi. Généralement, tu vas recevoir ton résultat. Tu as une bonne idée où tu t'en vas, puis après ça, tu es vraiment plus avisé vers quoi tu veux te diriger. Exact. Non, c'est super bien fait. J'ai vu ça sur votre site, puis quelle bonne idée. Peter, est-ce que tu finances des immeubles partout au Québec ou principalement à Montréal? Partout au Québec. Parfait. Donc, on se rend jusqu'à Rimouski, jusqu'au Saguenay, jusqu'à Gaspé, jusqu'à Gatineau. On va partout. C'est lesquels endroits où tu vois présentement qu'il y a une effervescence où investir, puis les gens semblent trouver des bonnes affaires. Montréal, c'est difficile un peu. Les gens se retournent vers où pour regarder ça? Je dirais, on voit tout ce qui est région de Québec, ville de Québec, c'est quand même pas si cher par rapport à la valeur économique. Souvent, là, on va voir une transaction qui correspond peut-être à 5% plus cher que la valeur économique. Alors qu'ici, on voit du 10-15. Alors qu'ici, on va voir même du 15-20. C'est ça. L'an passé, c'était 10%, on est rendu à 15-20. On est rendu 15-20 facilement. Sinon, évidemment, il faut s'éloigner de Montréal. Il faut aller peut-être, je te dirais, plus au nord, dans des endroits comme Saint-Jérôme, Mirabel, où les transactions sont plus abordables. Mais évidemment, la localisation fait en sorte aussi que c'est moins cher. Donc, la qualité de ta clientèle risque d'être différente aussi. Trois-Rivières est un bon endroit pour pas payer cher, mais ça dépend où à Trois-Rivières.
Trois-Rivières, Centre, c'est pas évident. Mais tout le monde a dit on s'en va à Trois-Rivières. Ben oui. Puis il y a des coins où c'est pas cher, mais c'est difficile. Il faut faire attention. Trois-Rivières Centre, c'est pas évident, mais Trois-Rivières Ouest, c'est très bien. C'est un peu la même chose à Sherbrooke. Même chose à Sherbrooke. Sherbrooke est en effervescence effrayante. On fait des transactions là-bas, ça n'a pas d'allure. Mais si tu es dans Mont-Bellevue, c'est pas la même chose que si tu es dans Rock-Forest. Ouais. C'est complètement différent. Donc, il faut choisir les lieux où on va, puis vraiment s'informer sur la clientèle, les taux de vacances, où est-ce que ça se dirige. J'ai des gens qui, je te parlais de ça avant le podcast, qui achètent à Shawinigan, sont fiers de me dire qu'ils ont acheté un 21 logements de 900 000. Ouais. Oui, mais il y a quand même 4 logements vacants dedans, puis c'est une... Ils sont vacants depuis 10 ans. Oui. Et en plus, la démographie est en diminution. Ouais. Tantôt, là, tu vas te retrouver avec un immeuble qui va avoir encore plus de vacances. Il a bien beau être rentable. Ouais, il perd de la valeur au fil des années. Il perd de la valeur, mais tu l'as pas payé cher. Tu vas me dire, ouais, mais je m'en fous qu'il perde de la valeur, je l'ai pas payé cher. Oui, je suis d'accord. Mais tantôt, là, dans 20 ans, quand cette région-là va être vraiment, vraiment à son plus bas, là, ton immeuble ne sera plus vendable. Ouais. J'avais la discussion avec un client, je disais, écoute, si tu veux acheter dans ce secteur-là, puis dans ce coin-là, c'était vraiment innovatif et profond, j'ai dit, arrange-toi pour qu'il se paye en 10 ans. Parce que dans 10 ans, tu ne sais pas ce qui va se passer. Une population vieillissante. Est-ce qu'il y a un plan pour du renouveau? Si ce n'est pas le cas, c'est bien beau d'être beau, l'immeuble, mais ça se peut que ce ne soit pas un succès sur toute la ligne. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui me disait, Peter, on a des super beaux immeubles à Capleton. Pas cher, rentable. Écoute, des immeubles qui sont excessivement rentables. Mais le prix est très bas parce que, justement, c'est pas une ville où la croissance démographique est importante. Faut se méfier un peu. J'ai toujours dit, quand c'est trop beau pour être vrai, au niveau des revenus en immobilier, c'est quelque chose qui cloche. Oui, absolument. Puis, je dis tout le temps au monde, va voir un peu ce qui se passe dans la municipalité, va sur le site web. Quand tu vas sur le site web d'une municipalité, quand tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là, c'est un bon indice. L'immeuble que tu vas acheter dans le quartier Rosemont va te coûter cher. Ouais. Mais quand tu vas afficher un loyer à 1200 par mois, là, tu vas avoir 20 applications. Ouais. Tu n'auras jamais de misère à louer, puis tu vas pouvoir même louer beaucoup plus cher que ça encore. Mais le même 1200 à Saint-Hyacinthe, pas évident. Là. Exact. Les maisons de chambre? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est rentable et ça se finance. Ça se finance de deux manières. Soit en conventionnel, où très souvent le banquier va se limiter à 65 ou 70% de la valeur. Va rechercher évidemment des baux 12 mois. Une maison de chambre sans baux, là, c'est fatigant pour un prêteur. Ou même des baux au mois, là, c'est achalant. Sauf si tu es dans un quartier près d'une université ou autrement, où on sait que c'est une clientèle étudiante qui n'est pas là à l'année. Là, ça se peut que ça fasse du sens. Sinon, on peut aller vers un produit SCHL, où là, on va obtenir un financement qui pourrait atteindre jusqu'à 85% de la valeur. Mais les particularités, c'est qu'il faut que tu aies déjà de l'expérience depuis 5 ans dans ce domaine-là. Ah oui, de maison de chambre. Fait qu'il faut vraiment que tu sois déjà propriétaire de maison de chambre depuis au moins 5 ans. Wow. Même chose pour les résidences étudiants. Okay. Même chose pour les résidences de personnes âgées. Tout ça se finance avec la SCHL. Résidence personnes âgées, on est plus dans le 50 unités. Encore là, il faut que tu aies l'expérience aussi là-dedans. Oui, clairement. Si tu n'as pas d'expérience là-dedans, oublie ça. C'est pas un produit qu'on peut vendre nécessairement. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais je vais le donner en gestion à un gestionnaire. C'est pas si populaire que ça en tant que tel. La SCHL va préférer quelqu'un qui a l'expérience puis que cette personne-là va se mettre les mains dans la gestion. Oui, intéressant. Parlant de la SCHL, ils ont beaucoup de programmes intéressants, construction neuve, justement. Quels programmes tu trouves ou que tu vois qui attirent plus l'attention présentement? En ce moment, je te dirais, le produit conventionnel là, d'achat d'un multilogement sur SCHL, c'est le produit qui est le plus en demande. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on voit le plus. Tout ce qui va être construction, c'est pas un produit qu'on encourage nécessairement parce que si tu es déjà dans le domaine de la construction, puis si tu es habitué de construire à faible coût, t'es mieux de te construire en mode conventionnel et te refinancer SCHL sur la valeur économique. Tu vas y gagner, puis très souvent, le réflexe comme constructeur que tu devrais avoir, c'est si mon immeuble me coûte 1 million à construire, quand je vais le refinancer, il faut que j'aie au moins un prêt d'1 million. Oui, exact. Faut pas que ton immeuble t'ait coûté quelque chose à la fin. Faut que tu sortes rien de ta poche. C'est ça. Ouais. Tandis que si on va en mode construction avec le produit SCHL, là, on se base beaucoup plus sur les coûts. Et les primes SCHL sont beaucoup plus chères en mode construction. Donc, quand on peut l'éviter, c'est préférable d'aller en conventionnel et refinancer après ce SCHL. Good. En terminant, Peter, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'investissement multilogement,
quels sont les conseils que tu leur donnerais? Les premiers conseils que je leur donnerais, c'est aller chercher un peu de formation. Lancez-vous pas là-dedans comme ça sans vous être informé un peu. Donc, il existe plusieurs écoles. On a parlé du MREX tantôt, mais les mordus de l'immobilier vont publiciser aussi certaines formations, Immo Facile. Il y en a d'autres aussi que j'oublie. Mais il faut aller vers ces gens-là en premier, juste au moins pour aller chercher de l'information, se renseigner, côtoyer d'autres gens qui ont aussi de l'immobilier. Une fois que ça c'est fait, deuxième chose importante, il faut aller se qualifier. Combien je suis capable d'acheter? Je ne peux pas demain matin dire « Hey, moi, là, j'ai pas d'immeuble à logement puis je vais faire un offre sur un 24-plex. Ouais. » Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Il n'y a pas de banque qui va te financer si tu n'as pas déjà commencé avec des plus petits plex. Ouais. Donc, on va aller chercher un peu plus on va aller se qualifier, on va rencontrer un courtier hypothécaire qui va évaluer où est-ce qu'on se situe au niveau de nos valeurs, au niveau de la liquidité, ce qu'on peut refinancer pour dégager du cash. Après ça, évidemment, s'associer à un bon courtier immobilier qui va nous aider à faire des bonnes recherches. Faire des recherches tout seul, là, chercher sur Centris, ça, tout le monde est capable de faire ça. Mais tout ce que sur Centris, c'est pas nécessairement tout bon à vendre. Exact. Donc, le courtier immobilier spécialisé dans ce domaine-là, idéalement, il faut s'entourer d'un bon courtier immobilier. Puis après ça, en équipe avec notre courtier hypothécaire, là, on va faire une transaction qui va être vraiment bien ficelée. Là. Good. Ben, on va retenir ça, je pense, ces conseils-là. Mais une dernière chose qui me vient en tête, c'est la mode de ce temps-ci, revendre des promesses d'achat. Oui. As-tu des défis dans ta pratique à cause de ça? Pas vraiment. Je te dirais que quand ça nous est présenté, nous autres, on fait la transaction avec l'acheteur. Donc, au final, il faut que l'acheteur soit suffisamment solvable pour faire sa transaction. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est sûr que la SCHL aime pas trop ce genre de plus-value-là qui est créé sans rien faire dans l'immeuble en tant que tel. Donc, il faut juste être un peu méfiant face à ça parce que on peut effrayer les institutions financières si c'est pas bien présenté. Ouais, même les vendeurs aussi, là. Les vendeurs, souvent, sont vraiment surpris, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, c'est ça. Oui. Peter, merci infiniment de t'être déplacé. Je sais que tu as un horaire super chargé. Ça me fait super intéressant. Merci à toi. Il y a plein de monde. J'aurais dit Peter Quinn vient ce matin, puis on dit on a hâte d'entendre ça parce que tu es quelqu'un qui est très respecté puis reconnu. Fait que on peut communiquer avec toi via ton site web. Site web en premier, qui est le www.courtierhypothécaire-commercial.com. Plus simple aussi, c'est multi-plex.ca. Ça mène au même site Internet. Ou sinon, par téléphone, là, 514-867-8340. C'est aussi le meilleur moyen de me rejoindre. Je pense que tu le sais. Je réponds toujours. Exactement, c'est rare. T'es comme moi, tu réponds toujours. Ben, merci, Peter. Merci à toi. À bientôt. Merci. Bye-bye.